Lui, c'est Lucas, le sportif que je vous propose de suivre aujourd'hui. Lucas, c'est un passionné de course à pied. C'est pas un pro, mais c'est un mec sérieux. Il fait 3 entraînements par semaine, quelques compétitions chaque année, et surtout, il a envie de progresser. Pour courir plus vite, plus longtemps et plus intelligemment. Alors voilà, Lucas ne le sait pas encore, mais aujourd'hui, on va essayer de l'aider. Et pour ça, on va d'abord lui proposer de réaliser un test d'effort progressif. C'est un test qui est couramment utilisé pour évaluer les capacités physiologiques d'un athlète. Le principe est simple, il suffit de soumettre l'athlète à une intensité croissante pour analyser ses réponses physiologiques à mesure que l'effort devient plus exigeant. Et pour apprécier ces adaptations physiologiques, on a deux options. La première option consiste à équiper Lucas d'un masque qui permet de mesurer les échanges gazeux en temps réel. Et la deuxième option repose sur des prélèvements sanguins réguliers, généralement effectués sur le bout du doigt. Ces prélèvements permettront d'avoir le taux de lactate dans le sang. Dans notre cas, je vous propose d'analyser les résultats pour ces deux options. Les échanges gazeux nous permettront d'observer l'évolution du débit ventilatoire, c'est-à-dire la quantité d'air qu'il inspire et expire chaque minute. Il nous permettra également d'observer la consommation d'oxygène, le VO2, et le volume de dioxyde de carbone qu'il rejette, c'est-à-dire le VCO2. Grâce à ces informations, on sera en mesure d'en déduire le quotient respiratoire, qui est le rapport entre le VCO2 et le VO2. C'est un indicateur clé pour connaître le type de carburant utilisé par Lucas pour produire de l'énergie. Nous pourrons également en déduire les seuils ventilatoires à l'aide des rapports VE sur VO2 et VE sur VCO2. Et enfin, on pourra déterminer la consommation maximale d'oxygène de Lucas, le VO2 max. Pour ce qui est du taux de lactate au cours de l'effort, c'est également un indicateur clé pour identifier les moments où Lucas commence à accumuler plus d'acide lactique qu'il ne peut en éliminer. Toutes ces données sont donc cruciales pour comprendre comment le corps de Lucas s'adapte aux différentes intensités d'effort. Mais surtout, elles fourniront des repères précieux pour optimiser son entraînement et progresser de façon plus efficace. Bon, on dirait que Lucas est enfin prêt à passer le test. Il va commencer à courir à une vitesse de 8 km/h. Pour lui, l'intensité est faible, et ça se voit. Il est détendu, ses épaules sont relâchées, il parle facilement, sa respiration est calme et régulière, et il ne montre aucun signe de fatigue. Du côté des mesures physiologiques, son débit ventilatoire, sa consommation d'oxygène et son rejet de CO2 sont bas, mais ils ont tout de même augmenté par rapport à son état de repos, ce qui est normal dès lors que l'on passe d'une position statique à un effort même léger. Les rapports VE sur VO2 et VE sur VCO2 restent stables et faibles, ce qui signifie que la ventilation est bien ajustée aux besoins métaboliques et qu'aucun seuil ventilatoire n'a encore été atteint. Son quotient respiratoire, lui, tourne autour de 0,8, ce qui signifie que son corps utilise à la fois des graisses et des glucides pour produire de l'énergie. Enfin, le taux de lactate, quant à lui, est très faible, car l'intensité reste modérée et il utilise majoritairement les filières aérobies. Il n'y a donc pas de production excessive d'acide lactique. À cette intensité, l'effort est largement soutenable, et avec ses paramètres physiologiques, Lucas pourrait tenir encore des heures sans difficulté. Bon. Pour bien préparer Lucas à l'effort, on lui a laissé un peu plus de temps que prévu à 8 km/h, ce qui lui a permis de s'échauffer. Mais désormais, on va monter d'1 km/h par minute, conformément au protocole du test. Lucas passe donc d'une allure de 9 km/h, puis 10 km/h. L'effort est toujours confortable, mais on commence à noter quelques adaptations. Sa respiration s'intensifie légèrement, même s'il peut encore parler sans difficulté. Son VE, sa VO2 et son VCO2 augmentent progressivement, ce qui est normal puisque ses muscles ont besoin de plus d'oxygène. Le rapport VE sur VO2 commence à augmenter légèrement, mais de manière progressive et fluide, sans rupture nette. Il témoigne simplement d'un ajustement ventilatoire proportionnel à la consommation d'oxygène. Pour ce qui est du rapport VE sur VCO2, celui-ci reste stable, ce qui confirme que l'organisme parvient encore à tamponner efficacement le CO2 produit par l'effort. Pour ce qui est du quotient respiratoire, celui-ci se rapproche de 0,85, indiquant une augmentation de l'utilisation des glucides. Enfin, si on regarde le taux de lactate, on peut voir qu'il reste bas, signe que son corps parvient toujours à gérer la production et l'élimination de l'acide lactique. Mais vous l'avez compris, on ne va pas s'arrêter là, et on va continuer de monter en intensité. Lucas atteint donc 11 km/h, puis 12 km/h, et là il commence à se concentrer davantage sur son souffle. Il peut encore parler, mais ses phrases sont plus courtes. D'un point de vue physiologique, on a son débit ventilatoire qui augmente nettement, signe que son corps intensifie l'apport en oxygène pour répondre à la demande musculaire et pour éliminer les déchets. Sa consommation d'oxygène suit encore une progression linéaire. Cependant, son rejet de dioxyde de carbone commence à croître plus rapidement que le VO2.
C'est un signe qui montre que l'organisme commence à tamponner une quantité plus importante d'acide lactique. C'est donc ici que Lucas atteint son premier seuil ventilatoire, le SV1. On pourrait identifier le SV1 simplement en observant les courbes de VE, VO2 et VCO2, car on voit déjà que la ventilation commence à s'accélérer et que le VCO2 croît plus rapidement que le VO2. Mais il peut parfois être difficile de détecter le moment exact où la ventilation commence à s'accélérer de manière disproportionnée par rapport à la consommation d'oxygène. En revanche, le rapport VE sur VO2 permet d'identifier précisément ce changement, car lors du SV1, ce rapport connaît une rupture importante avec une augmentation bien marquée. Cependant, si on regarde le rapport VE sur VCO2, eh bien celui-ci reste stable. Pour ce qui est du taux de lactate, on peut voir qu'il commence à augmenter, ce qui signifie qu'on a atteint le seuil lactique 1, le SL1. Ce seuil apparaît quelques secondes après le SV1 et traduit un déséquilibre dans la balance entre production et élimination des lactates. La production dépasse donc l'élimination et le taux commence à grimper de manière plus significative. Mais enfin, si on regarde son quotient respiratoire, celui-ci grimpe aux alentours de 0,9, indiquant une prédominance de l'utilisation des glucides. À ce stade, bien que l'effort soit plus marqué, Lucas peut encore tenir cette intensité sur plusieurs heures. Bon, après avoir franchi le SV1 et le SL1, Lucas continue d'accélérer, mais là ça va commencer à se compliquer. Il passe donc par les 13 puis 14 km/h. Sa respiration est nettement plus rapide et son visage commence à trahir la fatigue. Il ne parle plus du tout. Et d'un point de vue physiologique, eh bien, on a son débit ventilatoire qui accélère son augmentation pour éliminer l'excès de CO2 et essayer de compenser l'acidose sanguine. Le rapport VE sur VO2 continue de grimper et le VE sur VCO2, lui, commence également à augmenter. C'est un signe qui indique qu'il a franchi son deuxième seuil ventilatoire. Quelques secondes après, on constate que le taux de lactate atteint également un point critique, avec une nette augmentation. C'est le seuil lactique 2. À partir de ce moment, l'accumulation de lactate devient ingérable. Enfin, son quotient respiratoire atteint presque les 1, indiquant qu'il utilise exclusivement les glucides. Il est reconnu qu'à l'intensité du SV2, un athlète pourrait tenir pendant environ 45 à 50 minutes d'effort. Bon, on continue tout de même d'augmenter l'intensité. Lucas atteint les 15 km/h, puis 16. À cette intensité, la tendance du VE et VCO2 continue d'augmenter, mais à une plus faible intensité. En revanche, on observe que le VO2 atteint un plateau. C'est signe que Lucas a atteint son VO2 max, c'est-à-dire la quantité maximale d'oxygène que son organisme peut utiliser. La vitesse à laquelle il court représente donc sa vitesse maximale aérobie. À ce rythme, Lucas serre les dents. Il passe à 17 km/h, puis 18, tient quelques secondes et s'arrête. Il ne peut plus tenir l'effort. Il pose les mains sur les genoux, penché en avant, essayant de récupérer. Son visage est perlé de sueur et pendant quelques instants, il reste immobile, reprenant peu à peu son souffle. Bon, maintenant que l'effort est terminé, regardons ce que nous avons appris grâce à ce test. Lucas a franchi son premier seuil ventilatoire autour des 12 km/h. Peu de temps après le SV1, son taux de lactate commence également à grimper, signe qu'il venait d'atteindre son seuil lactique 1. Ensuite, il a atteint son seuil ventilatoire 2 et son seuil lactique 2 aux alentours des 14 km/h. Et enfin, Lucas a atteint son VO2 max aux alentours de 16 km/h. Avec les données obtenues lors du test, il est désormais possible d'adapter les entraînements de Lucas en fonction des seuils physiologiques. Par exemple, si l'on reste à des intensités inférieures au seuil ventilatoire 1, et donc comprises entre 50 et 70% de sa VMA ou 60 et 70% de sa fréquence cardiaque maximale, l'effort reste modéré et peut donc être exploité de différentes manières. A noter que pour déterminer la fréquence cardiaque maximale, on peut utiliser la formule classique qui est fréquence cardiaque maximale égale 220 moins l'âge. Dans le cas de Lucas, qui a 25 ans, sa fréquence cardiaque serait donc estimée à 195 battements par minute. Ce qui signifie qu'un effort entre 60 et 70% de sa fréquence cardiaque maximale se situerait entre 117 et 137 BPM. Bref, travailler à des intensités inférieures au seuil ventilatoire 1 lui permettrait avant tout d'entretenir son niveau actuel sans générer trop de fatigue. C'est également des intensités idéales pour effectuer un travail technique, ou alors pour un échauffement ou pour des séances de récupération, car il favorise l'élimination des déchets métaboliques sans imposer de contraintes excessives. Ensuite, travailler autour du SV1, c'est-à-dire à des intensités comprises entre 70 et 80% de sa VMA, ou 80 et 90% de sa fréquence cardiaque maximale, permettrait d'améliorer la capacité maximale aérobie. Ce sont des intensités qui contribuent à reculer le moment d'apparition du SV1.
On pourrait imaginer par exemple une séance 3 fois 15 minutes d'effort à 80% de la VMA et avec 4 à 5 minutes de récupération active entre chaque répétition. Ensuite, si on travaille autour du SV2 ou à des intensités supérieures à ce seuil, c'est-à-dire à des intensités comprises entre 80 et 110% de la VMA ou 90 et 95% de la fréquence cardiaque maximale, ça permettrait de retarder le moment d'apparition du SV2. On améliorerait donc également la tolérance à l'acidose et la puissance musculaire. Pour cibler ces adaptations, plusieurs formats d'entraînement sont possibles. On peut par exemple opter pour un intermittent court, avec le classique 30-30. Lucas réaliserait 2 à 3 séries de 10 répétitions avec 30 secondes d'effort suivi de 30 secondes de récupération et avec 5 minutes de récupération entre chaque série. L'intensité serait comprise entre 100 et 110% de sa VMA, ce qui le placerait bien au-delà de son SV2. Une autre approche intéressante serait l'intermittent long, avec un format différent. 3 séries de 3 fois 5 minutes d'effort suivi de 2 minutes de récupération, puis 5 minutes de récupération entre chaque série. Ici, l'intensité serait plus modérée, autour des 90% de la VMA. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités sont nombreuses et doivent être adaptées aux objectifs spécifiques de l'athlète.